l'histoire. Les grands portraits. Franck Ferrand. C'est vrai que lorsqu'on prononce le nom de Marc-Antoine, on songe volontiers à un osseur, un vétéré, une sorte de jouisseur, un militaire, plus ou moins vautré dans la trahison. Évidemment, on a tout fait pour nous donner cette image, cette vision, à travers les romans, les films, les séries télé, qui aujourd'hui encore la perpétuent. Marc-Antoine a été incontestablement infidèle de César, un amant. Alors était-il un amant passionné? C'est ce que nous allons essayer de voir. Un amant de Cléopâtre. Il a été, surtout peut-être, le rival, et le rival malheureux d'Octave, celui qui allait devenir l'empereur Auguste. C'est un général surdoué, c'est un politique de premier plan et, disons-le, un homme qui avait des excès et qui était excessif, mais qui s'est aussi montré brave, généreux et, vous allez le voir, assez attachant. Alors on va le prendre, si vous voulez bien, on va aller à sa rencontre lorsqu'il est encore tout jeune, Marc-Antoine. On est en 54 avant notre ère. Il est en train de débarquer à Marseille, retour de sa première campagne militaire en Égypte. Il a 27 ans sur les quais de Marseille quand il débarque ainsi en terre gauloise. Il est issu de la noblesse plébéienne. Ça paraît un oxymore comme ça. C'est un jeune homme qui s'impose immédiatement par le physique. Un physique viril, il est très charismatique. Voilà ce que nous dit Plutarque. La dignité et la noblesse de sa figure annonçaient un homme d'une grande naissance. Sa barbe épaisse, son front large, son nez aquilin et un air mâle répandu sur toute sa personne lui donnaient beaucoup de ressemblance avec les statues et les portraits d'Hercule. Le voilà, le jeune Hercule, triomphant, qui débarque donc, et son objectif, c'est rejoindre à cette époque, rejoindre au nord, l'armée de César. Il faut savoir qu'il est apparenté à César par sa mère. À cette époque, César est un personnage très important de l'histoire romaine, est un membre du triumvirat, qui est à la tête de la République romaine, et il poursuit une campagne militaire en Gaule, évidemment. Soyons tout à fait honnêtes, on ne sait pas vraiment grand-chose sur les tout débuts de Marc-Antoine, mais il semble qu'il se soit fait assez vite remarquer pour ses qualités de combattant et sans doute pour sa personnalité. Comment est-ce qu'on pourrait dire? Il était d'un bon naturel, il était enjoué, cet Antoine. C'est un homme facile d'accès qui aime plaisanter. Vous voyez, un peu le militaire, comme ça, toujours bon. Il sait créer un lien de proximité avec les troupes. On le retrouve bientôt dans une affaire qui nous intéresse très particulièrement avec Daniel Porte, puisqu'il joue un rôle clé dans le siège d'Alésia. On en dira un mot peut-être tout à l'heure. On est là en 52 avant notre ère, bien entendu. Il se distingue à chaque fois par sa bravoure, par son sang-froid également. Et en quelques années, on peut dire que César a repéré chez ce jeune homme tellement de qualités qu'il va en faire son homme de confiance. En parallèle de sa promotion dans son armée, il lui ouvre une carrière politique. Vous savez que ça va généralement de pair à Rome, hein. Grande carrière militaire signifie presque toujours grande carrière politique. Cette carrière, c'est César qui lui en ouvre les portes à Rome en lui faisant obtenir un certain nombre de magistratures d'importance. Alors, il faut aussi préciser qu'à cette époque, la situation à Rome est pour le moins tendue. Le système politique est en pleine crise. Si je puis dire, et sans faire aucun rapport avec notre époque, il est à bout de souffle complètement. Les institutions républicaines reposent sur des équilibres pour le moins subtil, des petits mandats, des mandats courts, des pouvoirs toujours assortis de contre-pouvoirs qui visent à empêcher l'émergence d'une autorité personnelle et durable. On ne veut surtout pas le retour à la royauté, c'est ça l'obsession des Romains de la République de l'époque. Ce régime est très complexe, il est complètement inadapté pour l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en même temps on est en train d'étendre les conquêtes romaines. Il faut donc, face à cette extension territoriale, un pouvoir stable, fort, solide, et n'oubliez pas la situation sociale qui est explosive. À la tête de la République, le triumvirat qui est formé par César, Pompée et Crassus, qui sont 3 chefs militaires, ce triumvirat est un compromis qui essaie de maintenir une sorte d'équilibre et le but c'est d'empêcher l'un des 3 de prendre véritablement le pouvoir, bien entendu. Alors, bien sûr, quand Crassus meurt, cet équilibre prend un peu de plomb dans l'aile puisque vous avez désormais face à face César et Pompée.
Eh bien, c'est dans ce contexte que Antoine va jouer un rôle essentiel parce que, j'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, Antoine possède un don qui est particulièrement essentiel à une carrière politique. Il possède le don oratoire. C'est un excellent tribun. Il est nommé pour l'année 49 à la fonction prestigieuse de tribun de la plèbe, ce qui lui donne une très grande exposition, comme on dirait nous aujourd'hui. Et ça va lui permettre de s'opposer à Pompée. En quelque sorte, il est le fer de lance de César dans cette histoire. Voilà ce que nous dit Pierre Renucci dans sa biographie d'Antoine. L'air de Rome était devenu malsain pour Antoine et ses compagnons. Aussi décidèrent-ils de quitter discrètement la ville avec un grand V, l'Ourps, à la brune, vêtus comme des esclaves et dans une voiture de louage. C'est dans cet appareil que les 3 hommes rejoignirent Ravenne, où César stationnait avec sa 13e légion. Pompée a tenté d'abattre son rival par ses intrigues, d'accord ? César va franchir le Rubicon. Il fond sur la péninsule italienne comme l'aigle. On peut dire qu'à ce moment-là, la guerre civile est lancée et la campagne contre Pompée va être terrible. Antoine s'illustre particulièrement lors de la bataille de Pharsale en Grèce. C'est lui qui va commander l'aile gauche de la cavalerie. C'est le rôle que lui a assigné César. Ils vont obtenir là une victoire décisive. César est maintenant dictateur. C'est une fonction de temps de crise, bien entendu, mais disons les choses, César est devenu le maître de Rome. Et pendant que lui en finit avec les restes de l'armée pompéienne, il confie à Antoine toute l'Italie, où la menace de désordre est plus que sérieuse. Alors, sur un plan politique, Antoine s'en sort plutôt bien. Sur un plan plus personnel, ça passe moins, si je puis dire. Il faut dire que l'homme multiplie les fêtes. Un jour, il n'est pas tout à fait remis de l'une d'elles et on dit qu'en plein forum, devant tout le monde, devant la foule assemblée, il aurait vomi. Vous imaginez, ça fait toujours bien, ça. Et puis, il a quand même une certaine tendance à s'accaparer les biens d'autrui, notamment ceux de Pompée, bien entendu. À son retour à Rome à l'été 47, César est très mécontent des frasques de son protégé. Et, il faut dire les choses comme elles sont, pour Antoine, c'est le début de la disgrâce. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Il était le fidèle lieutenant de Jules César. Marc-Antoine est votre grand portrait d'aujourd'hui. Vous nous racontez son incroyable destin, Franck Ferrand. Depuis que César a été nommé, on est en 14 février 44 avant notre ère, il a été nommé dictateur à vie. Vous imaginez bien que l'opposition n'est plus très vigoureuse dans la République, pour le moins en danger. Et c'est en tout cas ce que pensent tous ceux qui vont s'unir contre César. Il s'agit de sauver ce régime républicain et ce sont les fameuses Ides de mars. On est donc le 15 mars de cet an 44. César se rend au Sénat, vous savez. À ce moment-là, Antoine est un petit peu revenu en grâce et même il a été nommé consul aux côtés de César. C'est la magistrature la plus importante de la République. Il se trouve qu'on a retenu Antoine sous un prétexte oiseux à l'entrée du Sénat et dans le bâtiment, eh bien, c'est l'horreur. Vous connaissez la scène, bien entendu. Le dictateur est assassiné par 60 conjurés qui, littéralement, vont le mettre en charpie, qui se jettent sur lui. Et quand Antoine réalise ce qui se passe, il a la bonne réaction. Au lieu de filer vers César, il s'échappe, bien entendu. Alors, faut imaginer la confusion générale dans Rome. Les conjurés républicains eux-mêmes attendent. On ne sait pas encore ce qui va se passer. C'est un cadavre dangereux que celui de Jules César, bien entendu. Aussi incroyable que cela puisse paraître, explique Pierre Renucci, il n'avait rigoureusement rien prévu au-delà de l'assassinat de César. Entre parenthèses, ils sont doués, ces conjurés. C'est-à-dire qu'ils tuent le dictateur, mais on n'a pas prévu ce qui allait se passer dans les heures qui suivent. Leur horizon politique se limitait à la mort du tyran, comme si elle suffisait à ce que les institutions traditionnelles reprissent leur marche. C'est évident que c'est pas possible, ça. Et pendant que les meurtriers de César réalisent qu'ils viennent de commettre l'acte le plus impopulaire de toute l'histoire romaine, car le peuple n'est pas content du tout, Antoine, lui, agit. Il agit vite. Il agit bien et très vite. C'est lui qui s'impose comme le chef du parti favorable à César. Alors César est mort, mais le parti césarien, il accepte de négocier quand même avec les conjurés. C'est un grand politique, vous le savez, mais il va jouer de cette pression populaire et il va ajouter à cette pression populaire une pression militaire. Nous connaissions Antoine le noceur, nous dit Renucci, Antoine le trousseur, Antoine le général. Cette journée du 16 mars apparut Antoine l'homme d'État. Ah, c'est vrai qu'il a un caractère qui peut le porter à la conciliation, Antoine. Il est hostile au bain de sang inutile, c'est certain. Et il va opter pour un compromis pragmatique, mais tout en force, tout en fermeté. En résumé, par une grâce spéciale,
il obtient que les conjurés ne soient pas condamnés. Mais contrairement à ce que eux voulaient, César n'est pas du tout reconnu comme un tyran, bien au contraire. Ses actes sont confirmés, donc toutes les décisions qu'avait prises César sont maintenues, et ses projets vont devoir désormais être appliqués. Voilà qui donne une certaine latitude à Antoine qui, au besoin, pourra inventer de nouveaux projets, bien entendu. Antoine fait aussi preuve d'habileté lors des funérailles de César. Il est là, je vous ai dit qu'il portait beau, hein, il est théâtral, bien entendu. Il se présente comme le successeur légitime devant une foule qui est surexcitée contre les conjurés. Et l'on peut dire à ce moment-là que non seulement les conjurés ont commis l'erreur de ne pas prévoir la suite de l'assassinat de César, mais qu'ils ont commis une double erreur parce qu'en fait, ils viennent tout simplement de porter Antoine au pouvoir et d'en faire peut-être un dictateur plus puissant encore que ne l'aurait été César lui-même. C'est ça qui est assez extraordinaire. Il est le maître de Rome. Seulement voilà. Dans la chaussure, dans la caliga d'Antoine, il y a un petit caillou, et ce caillou s'appelle Octave. Octave a 18 ans, c'est le petit-neveu de César. Pour l'instant, il est loin d'ici, il est en Illyrie. Or, lors de l'ouverture du testament du dictateur, on découvre que ce jeune homme de 18 ans a été adopté de manière posthume par César. Il va pouvoir prendre le nom de César. Il va pouvoir hériter la meilleure part de sa fortune et surtout, c'est ce qui nous intéresse, nous, il va pouvoir en revendiquer tout l'héritage politique. Ce qui fait que début mai, Octave arrive à Rome dans un climat qui a beaucoup changé depuis la prise de pouvoir par Antoine, si je puis dire. Alors, attention, il paye pas de mine, le petit Antoine, hein, il est un petit peu fluet, c'est un petit genou, vous voyez, il est un peu souffreteux comme ça, on peut pas dire qu'il soit très impressionnant avec ses petites cannes et son... Bon, il est pas... Mais c'est un animal politique extraordinaire qui vient d'entrer dans l'arène romaine. Et en face, il y a un Antoine qui, lui, est fragilisé par l'exercice du pouvoir. Comme à chaque fois qu'on arrive au pouvoir, ça devient plus difficile, bien entendu. Et vous imaginez bien qu'Octave, avec les accords familiaux qui sont les siens, va très habilement avancer ses pions. Il joue de son statut d'héritier, bien entendu. Et comment en joue-t-il ? Il va faire des donations pour se concilier des pans entiers de l'opinion. Et en quelques mois, c'est ça qui compte quand on est à Rome, il s'attache les forces armées. C'est une chose d'être populaire dans la plèbe et dans la foule, c'en est une autre de l'être dans les milieux patriciens essentiels dans la direction des affaires romaines. Tout ça, Octave y est arrivé, mais mieux que ça, il va aller, si je puis dire, battre, ou en tout cas titiller Antoine sur son propre terrain, qui est celui de l'armée, car l'influence qu'Octave obtient est une influence, une popularité militaire. Ça change tout. Ce qui veut dire que dès le mois de novembre de l'an 44 avant notre ère, il est suffisamment fort pour tenter le coup de force. C'est ce qu'il croyait en tout cas, parce qu'en fait, il échoue. Il va devoir se replier, il n'empêche, le ton est donné. Octave forme une alliance un petit peu bizarre avec les républicains qui étaient proches des meurtriers de César. Quand vous voyez d'où il sort, Antoine, c'est une espèce de gamin doré sur tranche, vous voyez, eh bien, il va s'entendre avec la gauche, si vous voulez. Et parmi ceux qui étaient républicains de chez républicains, il y avait Cicéron, bien entendu, on en dira un mot tout à l'heure. On peut dire que là, le piège est tendu à Antoine. Alors, Antoine, néanmoins, réussit à s'échapper en Gaule, où il va retrouver des troupes qui lui sont fidèles. Octave est déçu par ses alliés républicains, il est déçu par la tournure des événements. À ce moment-là, il décide de retourner ses armées contre ceux qui l'avaient soutenu, c'est quand même un peu fort, et de marcher sur Rome. Nouveau renversement, Antoine et Octave vont se réconcilier. Ils s'unissent sur le dos des conjurés, de ceux qui viennent de tuer César, sur le dos des républicains, et ceux-là profitent du désordre en Italie et même en Gaule pour prendre le contrôle de tout l'Orient romain. Parce qu'encore une fois, on est dans un état extrêmement étendu. C'est toute la conquête romaine, bien entendu. Ce qui veut dire que le sort de tout ça ne va plus se jouer dans Rome, il va se jouer hors de Rome, si je puis dire. Il va se jouer probablement sur les marches de ce qui n'est pas encore l'Empire. Il va se jouer probablement dans l'Orient difficile. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Il était une force de la nature, de grande bravoure. Vous nous racontez, Franck Ferrand, la vie du général romain Marc-Antoine.
Alors vous avez bien compris ce qui s'est passé. Le pauvre Octave, j'allais dire le pauvre, façon de parler, parce qu'il est d'une richesse absolument insondable. Mais il s'est allié avec les Républicains. Il a vu que ces gens-là n'étaient pas possibles. C'est-à-dire qu'ils allaient constamment lui mettre des bâtons dans les roues. Il s'est finalement retourné contre eux. Il finit par s'allier avec Antoine. Et voilà un nouveau triumvirat composé d'Antoine, d'Octave et de Lépide, qui est un proche d'Antoine. Alors Lépide va s'occuper de toute la partie africaine, si vous voulez, pour voir un peu comment il se partage l'Empire. L'Italie, elle, est indivise, bien entendu. C'est le triumvirat qui gère toute la péninsule. Et puis, Lépide s'occupe de l'Afrique. Bien entendu, Octave va s'occuper de l'Hispanie, qui est son domaine, sa région, si je puis dire. Quant à Antoine, il s'occupe de la Gaule et surtout de l'Orient. Il est à l'aise en Orient, Antoine. Il rencontre là-bas des souverains vassaux de Rome. Il faut savoir qu'il était pris de culture grecque. Il est très à l'aise dans ce monde oriental. C'est son domaine, en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là qu'on organise à Tarse une entrevue avec Cléopâtre. Attention, parce que là, c'est la reine égyptienne, bien entendu. Alors, selon Plutarque, Cléopâtre se serait rendue à cette entrevue dans un bateau dont la poupe était d'or, les voiles de pourpre et les rames d'argent. Comment voulez-vous que le cinéma et le roman ne s'emparent pas de choses pareilles? Elle est là pour impressionner Marc-Antoine, ça marche d'ailleurs. Il a une quarantaine d'années, Marc-Antoine, et ça va être le début d'une liaison durable. Alors, est-ce que Antoine a été réellement séduit par Cléopâtre? Est-ce qu'il a été ensorcelé, comme on nous le raconte tellement? Sur ce sujet, Pierre Renucci nous dit non, sûrement pas. C'est une relation qui, comme dans le cas de César des années auparavant, n'a rien d'anormal, nous dit-il dans un contexte antique. Elle revêt une dimension d'abord politique et participe du lien étroit entre Rome et l'Égypte vassale. Nous verrons dans un instant que Daniel Porte n'est pas tout à fait d'accord sur ce point. Mais alors que le triumvir va passer l'hiver 41-40, le triumvir, le chef, Antoine, il va passer l'hiver chez sa maîtresse. Il faut imaginer ce que ça doit être, entre parenthèses, que la vie qu'on mène entre Antoine et Cléopâtre. Vous imaginez ça, bien entendu. Les choses à Rome ne tardent pas à dégénérer parce que là-bas, il y a des proches d'Antoine qui se sont rapprochés d'Octave. Et oui, ils vont là où est la jeunesse, l'argent, peut-être d'une certaine manière l'avenir. Octave parvient à prendre le dessus. Antoine choisit tout de même de se rendre en Italie. On est vraiment proche du conflit là, quand l'armée, qui en a peut-être un peu assez de toutes ces guerres, va pousser les deux hommes à la réconciliation. Il y a donc un traité qui reconduit le triumvirat, mais en rééquilibrant le rapport de force, puisque Octave récupère officiellement la Gaule. Il avait déjà l'Hispanie, maintenant il récupère la Gaule, vous voyez, pour être un peu plus à armes égales en quelque sorte face à Antoine. Antoine qui accepte d'épouser Octavie, Octavia, la sœur d'Octave. Voilà un premier accord. Il y en aura d'autres. Je ne vais pas entrer dans toute cette histoire parce que ça change quasiment tous les 2 jours. On est dans une instabilité extraordinaire, mais ce qui est certain, c'est qu'Octave, contrairement à Antoine, a une vraie vision politique à long terme, que peu à peu, il gagne du terrain, alors que de son côté, Antoine a les yeux complètement tournés vers l'Orient, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est accaparé par ses tentatives guerrières contre les Parthes à l'Est et il va peu à peu délaisser Rome. C'était la chose la plus grave qu'on puisse imaginer, ça. En 36 avant notre ère, Lépide, vous savez, Lépide, le 3e triumvir, tente de doubler Octave. Alors ça, c'est ce qu'il fallait pas faire, évidemment. Ça provoque sa chute quasi immédiate. Et à partir de ce moment-là, de nouveau, le trépied n'a plus que 2 pieds. Et ça devient l'équilibre se met à vaciller. Antoine et Octave se retrouvaient maintenant dans une dangereuse solitude de couple, souligne Pierre Renucci. Ils n'avaient plus le choix qu'entre l'entente fraternelle et la guerre, qu'entre le partage pérennisé de l'Empire ou sa réunion sous l'autorité d'un monarque unique. Ai-je besoin de vous dire dans quel sens va pencher la balance? Évidemment, c'est la 2e solution vers laquelle on se dirige inexorablement. Les relations entre les 2 hommes se dégradent au fil des mois, et quand Octave envoie sa sœur, Octavie, accompagnée d'un contingent de soldats bien inférieur à ce qu'il avait promis à Antoine, c'était un traité qu'ils avaient passé, Antoine renvoie sa femme à Rome.
Ça, c'est le début là des vraies hostilités. Alors, à partir de là, il y a toute la propagande d'Octave qui va présenter cet incident comme quelque chose d'intolérable, etc. Mais regardez, ce pauvre Antoine est complètement sous la coupe de Cléopâtre. C'est l'Égyptienne qui maintenant règne sur Rome, etc., etc. On divise, on fait marcher la rumeur. Et de son côté, Antoine, à Alexandrie, n'est pas en reste. Il met en scène une sorte de dynastie royale autour des enfants qu'il a eus avec Cléopâtre et surtout de Césarion, le fils supposé de César et de la reine. Octave voit bien le danger que ça représente pour sa propre légitimité, puisque lui n'est que fils adoptif et qui plus est adoptif posthume de César. On se dit qu'Octave ne va pas tarder à traverser la Méditerranée, bien entendu. Finalement, Rome, entendez Octave, déclare la guerre à l'Égypte, les dés sont jetés et il suffira d'une bataille navale tellement célèbre évidemment, Actium, pour que tout s'effondre pour Antoine. C'est une victoire qui sur le papier ne semble pas vraiment décisive, mais qui va forcer Cléopâtre, et puis d'ailleurs Antoine lui-même, à fuir. On peut dire que par le jeu des défections dès lors, et ils sont abandonnés l'un après l'autre par tous leurs alliés, on les verra attendre à Alexandrie sans espoir l'arrivée d'Octave vainqueur. Est-ce qu'Octave va se montrer clément ? Vous connaissez la réponse. Bonjour Daniel Porte. La réponse, nous allons néanmoins la donner aux auditeurs dans un instant, ainsi que toutes celles à de nombreuses questions qu'ils nous posent et que je vais moi aussi vous poser. Franck Ferrand, Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Et vous nous parlez aujourd'hui, Franck Ferrand, de Marc-Antoine, avec votre invité du jour, Daniel Porte, maître de conférences honoraire à l'Université Paris 4 Sorbonne, auteur de Auguste mot à mot, dictionnaire du siècle d'Auguste, à paraître chez Honoré Champion. Alors, Antoine est un personnage qui vaut beaucoup mieux que sa légende, disons-le. Cette espèce d'obsédé sexuel qu'on voit dans la série Rome, par exemple, c'est pas ça seulement, en tout cas, Marc-Antoine. Marcus Antonius. C'est-à-dire que Cicéron a fait beaucoup pour cette image-là, dans les Philippiques, la deuxième Philippique, qui était jugée un discours divin, qui est véritablement une charge impitoyable contre Antoine. Mais disons que Antoine avait donné largement des arguments à Cicéron, et d'autre part que les Philippiques étant prononcés devant le Sénat, il était difficile de penser que c'était uniquement un écrit de propagande, puisque c'est un discours déjà, et que dans l'assistance, les sénateurs auraient certainement protesté en disant « Mais non, qu'est-ce qu'il nous raconte ?» En fait, non, je pense que... C'est un discours qui a été prononcé en public devant des gens qui connaissaient Antoine. Et il y en a eu 14 Philippiques. Par conséquent, sur les 14, il y aurait tout de même eu quelques protestations. Oui. Néanmoins, c'est un côté qui séduit aujourd'hui, le côté mauvais garçon, le côté risque tout, le côté tête brûlée. Et puis il perd. N'oublions pas la sympathie qu'on a toujours pour les perdants. Mais bien sûr. C'est un des grands vaincus de l'histoire. C'est peut-être somme toute le plus attachant de tous d'ailleurs. Alors, justement, Pierre Renucci nous le présente quand même comme un personnage qu'il faut réhabiliter. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y avait pas eu de biographie en français sur Marc-Antoine depuis très très longtemps. D'où vient ce vide historiographique ? C'est quand même étrange que, alors qu'on possède un grand nombre de références dans la littérature antique, aucun historien ne se soit penché pendant des décennies et des décennies sur le sort de Marc-Antoine. À vrai dire, il n'a pas compté beaucoup dans l'histoire parce qu'il a été surtout négatif ou négativisé, comme vous voulez. Néanmoins, c'est tout de même Auguste qui a compté pour le changement de régime, qui n'était pas une innovation puisqu'il voulait revenir aux époques romuliennes. Néanmoins, s'il y a eu Principat et ensuite Empire, c'est sur Auguste. Octave, Auguste, bien sûr, Octave on a bien et compris ensuite Auguste, que c'est le même, bien sûr, hein. Bien sûr, mais il y a tellement de différences entre Octave et Auguste qu'on a l'impression qu'il s'agit de deux personnages différents, mais bien sûr. Et donc, c'est quand même lui qui a fait l'histoire politique, alors que Antoine était un peu en arrière-plan, puisqu'il, sans le vouloir, il s'est opposé à cette évolution qui était naturelle, puisque après les guerres civiles, Rome aspirait à un peu de sérénité, à un peu de tranquillité. Et finalement, Antoine
apparaît comme celui qui empêche le retour à cette sérénité. Par conséquent, il n'a pas compté sauf comme repoussoir d'Octave Auguste. Et les historiens, si vous voulez, n'aiment pas trop les personnages dont on ne peut rien faire. Et là, je crois que c'est un peu un personnage dont on ne peut rien faire. C'est un peu ça, finalement, le secret d'Antoine et la raison pour laquelle on en a si peu parlé jusqu'ici. Alors, on va essayer, nous, de compenser ça. D'abord, j'ai fait allusion à Alésia, bien entendu, puisqu'on connaît votre engagement et, de façon plus modeste, le mien sur cette histoire d'Alésia, mais sans entrer dans la localisation d'Alésia. Disons que Antoine a été un des lieutenants importants de César, non seulement à Alésia d'ailleurs, mais d'une façon générale dans cette ultime campagne en Gaule. Hein. Mais bien sûr. À Alésia, donc, il défend les lignes de plaine. Et justement là, il est écrit chez César que Trébonius et Marcus Antonius défendent les lignes de plaine et que les Gaulois ne réussissent pas à percer ces lignes de plaine, ce qui est essentiel. Alors, on ne réalise pas toujours que Marcus Antonius, c'est Marc-Antoine, celui de Cléopâtre. Oui, voilà, mais bien sûr. C'est le même. Donc, on n'y pense pas toujours. Et en fait, il a tellement tenu les lignes de plaine qu'il a empêché les Gaulois de déferler depuis le camp nord sur les lignes de plaine. Il a empêché donc la prise des lignes de plaine en bas. Et à ce moment-là, César était probablement tué, ou du moins perdait la question. Les Gaulois submergeaient les camps et l'histoire changeait. Alors, Jules César a été le modèle, d'une certaine manière, de Marc-Antoine. Est-ce qu'on peut dire qu'il est son père spirituel ? Il est son patron naturel, en quelque sorte ? Je crois, oui. Antoine a fait tout ce qu'il a pu pour la promotion de César. C'est pour cela que son attitude pour les Ides de Mars est un peu mitigée. Oui. Il paraît qu'il aurait eu des avances de Trébonius, qui était aussi son collègue à Alésia, donc, précisément. Il était prévenu de ce qui allait se passer, alors. Je crois, oui. Mais là, il y a eu un moment de flottement. Et en revanche, on peut dire que si César a été assassiné, c'est un peu à cause de l'histoire des Lupercales de 15 février. Alors, il faut expliquer ça en 2 mots, oui. Oui, alors les Lupercales, c'est le moment de la grande fête de purification de Rome. Un mois avant l'assassinat. Exactement, un mois, 15 février, 15 mars. Et le moment où on purifie Rome grâce au fouet des Luperques, des prêtres spécialisés, qui sont revêtus d'une peau de bouc autour des reins et qui sont huilés et qui flagellent tout ce qui se trouve devant, c'est-à-dire les murs, les femmes enceintes, les troupeaux, etc. C'est la grande purification de Rome de février, donc. Et là, Antoine va être porté par ses compagnons, à bout de bras, si l'on peut dire, jusqu'à la tribune où siège César, et il va poser sur ses genoux le diadème royal. Et là, c'est là qu'il y a un chahut épouvantable dans l'assistance. Parce que c'est le régime républicain qui est mis en cause. Bien sûr, on ne peut pas admettre à Rome le nom de roi. Et c'est là que ça ne va pas, parce que César était 10 fois plus puissant qu'un roi, mais il voulait le nom de roi. Parce que ces 3 lettres, c'était essentiel. Rex. C'était tabou. R-E-X, mais oui. Et donc, Antoine lui a fait la main pour se faire nommer roi, si l'on peut dire, pour sa fameuse expédition contre les Parthes. Et la Sibylle avait dit que seul un roi pourrait vaincre les Parthes. Dion Cassius et Plutarque se demandent si Antoine n'était pas un peu de connivence avec César, bien sûr. Vous avez dit qu'il y avait un peu de flottement au moment de l'assassinat de César, mais parce que Marc-Antoine sortait d'une longue période de relative disgrâce. C'est-à-dire que César ne voulait même plus le voir à un moment. Non. C'est parce qu'Antoine lui a fait des scènes au Sénat, en plein Sénat, parce qu'il voulait le consulat. Et César l'avait laissé gouverner Rome pendant que lui-même était en Égypte, là où il a connu d'ailleurs déjà Cléopâtre. Mais Antoine a gouverné Rome en dépit du bon sens, c'est-à-dire qu'il a gouverné un peu selon ses intérêts. Il était quand même très à pro-gain, il faut dire ce qui est. On dit que c'était un jouisseur, oui, incontestablement quand même. Ça fait même aucun doute. Oui. Il connaissait ses intérêts. Il a, par exemple, confisqué 700 millions de sesterces du temple de Cybèle, et du jour au lendemain, après les Ides de Mars, il s'est trouvé purger toutes ses dettes. Ah, ça tombait bien. Ça tombait très bien, oui. Mais alors, on peut donc se poser quand même des questions sérieuses sur sa légitimité, surtout vis-à-vis de ce jeune Octave, qui lui avait l'imprimatur, si j'ose cette expression. Mais bien sûr. Et c'est pour cela qu'Antoine a été très certainement déçu, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à l'arrivée d'Octave. Et Octave, lui non plus, ne s'attendait pas à revenir sitôt à Rome. Il était à Apollonie. Il a 18 ans, 19 ans à ce moment-là. Et c'est le soir où l'on découvre le testament de César, donc la veille, enfin, je veux dire le soir des Ides de Mars. On ouvre le testament et que trouve-t-on dedans ? Pas d'Antoine, alors qu'Antoine était consul.
C'est incroyable. Et C'est une vraie bien scène sûr. de roman, ça, pour le coup. Hein. Là, je crois, oui, Ouais. je crois. Donc, Antoine est délégitimisé, alors que jusqu'à présent, c'était lui le candidat au mérite. Eh oui. Octave n'avait pas fait grand-chose, il n'avait même rien fait, il faisait ses études à Apollonie. Alors que Antoine, tout de même, a des états de service. Il a l'âge aussi. 38 ans contre 19, on voit tout de suite de quel côté il faudrait que la balance penchât pour la légitimité d'un pouvoir absolu sur Rome. Et donc, Octave ne comptait pour rien. C'est un gamin. Et d'ailleurs, on connaît la célèbre exclamation de Cicéron, « Adolescentem laudandum ornandum tollendum », ce qui voulait dire, voilà un petit jeune, adolescentem, qu'il faut orner, qu'il faut louer et qu'il faut tollendum. Attention, ça veut dire ou bien élever aux cieux, ou bien élever aux cieux pour de bon, c'est-à-dire faire disparaître. Et c'est pour ça que Cicéron sera égorgé d'ailleurs quelque temps après, parce que Octave avait la mémoire très longue. Donc il arrive, lui-même ne s'attend à rien, mais il réclame l'héritage de César. Il a quand même pas froid aux yeux. Et c'est là, Et évidemment, Antoine lui dit non, c'est là que les choses se corsent. se gâche. Au cœur de l'histoire, Les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand. Et en cet après-midi veut nous parler aujourd'hui, Franck Ferrand, de Marc-Antoine, avec votre invité Daniel Porte, maître de conférences honoraire à l'université Paris 4 Sorbonne. Alors cet Antoine n'avait pas pensé que le freluquet qui vient de débarquer, le petit Octave, allait lui donner autant de fil à retordre. Alors, je suis passé tout à l'heure un peu vite sur les bisbilles entre eux, ils se rabibochent, il y a pas mal d'épisodes qui sont pas d'ailleurs très intéressants, il faut bien le dire. Ce qu'il faut dire, c'est que ça finit par un affrontement d'homme à homme, en quelque sorte. Et autour d'Antoine, d'un côté, autour d'Octave, de l'autre, il y a des réseaux très importants. Il faut peut-être insister là-dessus, Daniel Porte, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a, bien entendu, des cercles de pouvoir et d'influence autour des deux. Bien entendu. Et le problème, c'est que pour les Romains à ce moment-là, il y a d'un côté leur sympathie personnelle, mais il y a aussi le sort de la République et le sort du régime. D'un côté, par exemple pour Messala, d'un côté, il est, disons, l'héritier spirituel de Brutus et Cassius. Il appellera d'ailleurs toute sa vie Cassius son général, même en ayant commandé une escadre à Actium contre Antoine, qu'il avait d'abord rejoint. Et il y a aussi, à côté de cela, le sentiment qu'il faut sauver Rome. Donc, on est pris entre les deux. Il y en a qui sont d'un côté par sympathie naturelle, mais qui ne sont pas du même côté pour ce qui est des sympathies politiques. Donc, il y a un imbroglio là-dedans incroyable. Et il Avec faut... des gens qui changent de camp. Qui changent de camp tous les jours. Délius était même stigmatisé comme le desultor. Autrement dit, l'acrobate, celui qui change de cheval. Vous savez, les acrobates qui changent de cheval au moment dans les cirques. Oui, oui. Et on l'appelait l'acrobate des guerres civiles. Par conséquent, on ne savait pas trop. Et un jour on était avec l'un, un jour on était avec l'autre, mais on sentait très bien que d'un côté il y avait une monarchie à l'orientale qui était en train de se préparer du côté Antoine, et de l'autre côté qu'Octave, qui n'était pas très sympathique d'ailleurs pour personne, incarnait au contraire la légitimité et la continuité de la République romaine. Alors vous avez dit tout à l'heure que Brutus et Cassius n'avaient rien prévu, c'est normal, c'étaient des idéalistes. Ils avaient compris que si on supprimait Brutus et Cassius ce sont ceux qui sont à l'origine du complot contre César. Hein, bien sûr, et qui l'ont exécuté aussi, bien sûr. Et là, ils étaient pour, disons, un arrêt net des plans césariens, parce qu'ils avaient bien compris que le successeur de César, donc si c'était Antoine, allait continuer la politique de César, et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils étaient mitigés. Et ensuite, ils seront du côté d'Octave. Pour répondre à la question que posent plusieurs de nos auditeurs, en fait, la légitimité, elle est affaire de point de vue dans cette histoire. C'est-à-dire Bien sûr. que l'un comme l'autre sont légitimes à succéder à César, incontestablement, sauf qu'ils n'ont pas le même projet, et que le projet qui s'inscrit le plus dans la ligne romaine, c'est bien celui d'Octave, incontestablement. Alors, d'autant plus qu'Antoine est allé se jeter, j'allais dire, dans les bras de Cléopâtre. Que faut-il penser de cette histoire? Vous avez vu que Pierre Renucci est relativement modéré sur la question. Il nous dit, finalement, en quelque sorte, Antoine voyait ses intérêts et c'est une alliance politique plus qu'une union passionnée ou passionnelle. C'est là que je serais un petit peu moins d'accord. La politique, c'est bien joli, mais il y a aussi, disons, les avantages du lit. Et de ce point de vue-là, Cléopâtre était redoutable, évidemment.
Alors, il y a tout de même 2 ou 3 choses qui permettent de penser que ce n'était pas une union uniquement politique. Il y a par exemple le fait que Antoine fait assassiner, égorger exactement, Arsinoé, la sœur de Cléopâtre. Ça n'est pas un geste politique, c'est un geste, disons, d'amoureux, qui fait ce qu'il peut pour faire plaisir à sa maîtresse déjà. Mais il y a surtout le testament. Est-ce que vous imaginez qu'on aimerait reposer pour l'éternité aux côtés de son ennemi politique? Moi, je ne vois pas ça du tout. Et Antoine a eu le tort, dans son testament, de demander à être enterré dans le tombeau de Cléopâtre à Alexandrie. Il sera d'ailleurs exaucé. Octave va le faire ensevelir effectivement auprès de Cléopâtre. Mais quand on demande cela, ça veut dire qu'on a, pour la personne à côté de qui on veut reposer pour l'éternité, d'autres sentiments que l'union politique. On ne pourrait pas imaginer que ce soit un coup supplémentaire d'Octave qui aurait fait croire à cette ultime demande d'Antoine pour définitivement l'ensevelir avec la reine d'Égypte, d'une certaine manière. Oh là là, là vous êtes en train de faire du roman policier, Franck. Peut-être, c'est possible. Non, Sûrement, oui. Je ne dis pas le contraire. Toujours est-il qu'Antoine est vaincu à plat de couture par Octave. Il y a la bataille d'Actium, il faut en dire un mot quand même. Par Octave, certes. Mais Octave, et là je prêche contre ma paroisse, puisque je me suis occupé d'Auguste assez souvent. Qui est le même, encore une fois, je le dis pour ceux qui nous rejoindraient, Octave et Auguste, c'est le même. Octave Auguste, c'est le même. Mais là, Octave Auguste n'est pas doué pour le côté militaire. Déjà, pour la bataille de Philippe, un oracle lui a dit qu'il ne fallait pas qu'il restât dans sa tente pendant qu'il se passait des choses. Alors, il est allé se réfugier dans les marécages, et c'est là que Messala et Brutus ont pris son camp. Donc, opportunément, il s'est trouvé un petit oracle pour lui dire « Ne reste pas là, va voir ailleurs ». Pour la bataille d'Actium, il a laissé le commandement de l'escadre à Agrippa, son fidèle lieutenant, d'un côté, et à Messala de l'autre. Pour Tauromenium, il était malade. Enfin bref, il est toujours malade quand il faut, si on peut dire. Et Actium a été vraiment gagné par Agrippa et par Messala. Et puis aussi, peut-être, entre guillemets, par Cléopâtre, parce que vous savez que Cléopâtre a tranquillement laissé tomber Antoine au moment où c'était crucial, c'est-à-dire elle est partie avec son escadre et elle a laissé tomber Antoine, et c'est Shakespeare qui le dit, il la suivait comme un pauvre canard mouillé. Justement parce qu'il était amoureux, et c'est là aussi. L'image est belle, en tout cas, oui. Shakespeare nous en fait un grand amoureux. Il est évident que le jour où Marc-Antoine abandonne la Gaule à Octave et qu'il s'ancre, si je puis dire, en Orient, oui. Il perd aux yeux des Romains de la péninsule, des Romains de Rome, il perd en quelque sorte le peu de légitimité qui pouvait encore s'attacher à sa personne. Est-ce que finalement, ce combat n'est pas devenu peu à peu le combat de l'Orient contre l'Occident, le combat de la Rome historique, celle d'Octave, contre une Rome conquérante et coloniale, celle d'Antoine? Vraisemblablement, oui. Il y a eu une sorte de stigmatisation, une sorte de schématisation, comme vous voudrez, de durcissement de 2 attitudes. La première, c'était celle d'Octave Auguste, qui, au contraire, lui, a fait tout ce qu'il a pu pour restaurer, avec un conservatisme forcené, après, dans la période Auguste, ça devient vraiment presque caricatural, pour ramener les Romains au culte, aux habitudes, à l'histoire romulienne. Racine, sans aucun doute. Il est l'homme de la racine. Voilà. Et il a été aidé par les poètes qui lui ont fait la main aussi, bien sûr, pour montrer qu'il n'y avait pas de différence de temps, c'est assez extraordinaire, c'est pour ça que ça m'a beaucoup occupé, entre Romulus et Octave Auguste. Les poètes biffent toute l'histoire romaine pour montrer que Octave Auguste prend la suite de Romulus. La continuité directe. Alors qu'Antoine, c'est un peu le satrape de l'Orient. C'est le satrape, carrément. Le satrape, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait dire, le potentat oriental, en quelque sorte. Oui, si vous voulez. Il a d'ailleurs fait tout ce qu'il fallait pour. Il y a eu des séances chez Cléopâtre qui ont été révélées à Octave par Munatius Plancus, justement, quand il a fait son ralliement à Octave. Mais il y a eu des scènes assez ahurissantes qui nous sont racontées par Dion Cassius. Par exemple, pour distraire Cléopâtre, Munatius Plancus se déguise en dieu marin, en Glaucus. Il se fait peindre en bleu. Il a une très longue queue bleue et il a une couronne d'algues sur la tête. Et il marche à 4 pattes pour distraire Cléopâtre. Bon, quand les Romains entendent ça, vous pensez bien que la dignité romaine en prend un coup. Et la perle de Cléopâtre, c'est pareil. L'histoire de la perle qu'elle fait fondre pour dissoudre dans le vinaigre, pour dépenser en un seul repas autant que tout ce qu'elle avait donné comme repas avant, c'est Munatius Plancus qui sauve la 2e perle et qui sera d'ailleurs donnée à la statue de Vénus plus tard à Rome.
Mais il y a eu, disons, un clivage entre deux conceptions et ça ne pouvait pas cohabiter, c'est pas possible. Et ce qu'il y a de plus intéressant peut-être dans la lecture de cet ouvrage de Pierre Renucci, Marc-Antoine chez Perrin, c'est justement le lien non pas entre Antoine et César, non pas entre Antoine et Cléopâtre, mais bien entre Antoine et Octave. Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est une relation de haine incontestablement, mais un peu d'amour parfois aussi quand même. Ah, c'est chien et chat. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'huile et le vinaigre qui ne peuvent pas cohabiter, mais qui néanmoins sont toujours dans la sauce de la salade. Eh Ce oui. n'est pas moi, c'est De Gaulle. Donc, vous avez une sorte de clivage aussi entre les ambitions politiques et les ambitions, j'allais dire fraternelles, entre guillemets. Et c'est presque quand même à juste titre, puisque l'un était tout de même le beau-frère de l'autre. Alors, c'était peut-être une union politique, je veux bien, mais enfin, quand on donne sa sœur à son principal rival, c'est tout de même, politique, mais aussi c'est un geste très fort, mais bien sûr. Et là, on ne peut pas dire qu'il y ait eu vraiment haine entre eux deux, parce qu'ils ont passé leur temps à se réconcilier d'un côté, à passer de l'autre côté de l'autre. Autrement dit, c'est un jeu de bascule finalement, pour des intérêts politiques, mais à côté de cela, il y avait incontestablement une attirance entre l'un et l'autre, justement parce que on aime bien que ses ennemis. Exactement. Je rappelle donc que le Marc-Antoine de Pierre Renucci est publié chez Perrin. Quant à votre Auguste, Daniel Porte, il sera publié chez Honoré Champion au début de l'année prochaine. Oui. Ça s'appellera Auguste mot à mot, dictionnaire du siècle d'Auguste. Avec les deux ouvrages, on aura une vision complète et panoramique de la période et de ses grands héros.